ambassadeur de Palestine auprès de l'UNESCO et qui est également écrivain et qui vient de nous livrer un dictionnaire amoureux de la Palestine. Et Aboudis, ça vous dit quelque chose? Aboudis. Aboudis, oui, bien sûr. C'est la grande illusion de la fin des années 90, lorsque on pensait à un gouvernement palestinien et avec sa capitale à Aboudis. Aboudis est une localité, c'est un faubourg de Jérusalem. À un moment donné de la négociation, les Israéliens sont arrivés avec une proposition qui était dans l'entourloupe, qui était: vous tenez à tout prix à ce que votre capitale s'appelle Jérusalem, d'accord. Appelez Aboudis Jérusalem, et nous accepterons que Aboudis, qui s'appellera désormais votre Jérusalem, soit votre capitale. Et donc, et vous lâchez l'autre, Jérusalem-Est. C'est comme si je disais, par exemple, en France, voilà, vous avez très envie que votre capitale s'appelle Paris, baptisez Montpellier Paris, et on dira que votre capitale qui est à Montpellier est à Paris. Il y a eu cette proposition, bon, ça semble un peu tiré par le jeu, mais elle a eu lieu et elle était présentée comme une trouvaille pour sortir de l'impasse. Donc voilà ce qui s'est fait. Ce qui est plus grave dans l'histoire, c'est qu'à ce moment, d'ailleurs ça s'est arrêté, et ceux qui connaissent Aboudis le savent, a commencé la construction d'un édifice énorme, dont on a dit, voilà, ça va être le siège du Parlement palestinien, comme si Aboudis avait devenu Jérusalem, avait été accepté comme capitale, donc ce qui voulait dire un renoncement à l'autre, à Jérusalem-Est. Mais de toute façon, l'affaire est bien réglée, puisque, comme vous le savez, le mur a déjà avalé, englobé Aboudis, et le bâtiment inachevé, et tout ce qui reste des faubourgs. Donc la question maintenant est devenue juste une cocasserie de l'histoire des négociations. Et vous sous-titrez l'article sur Jérusalem, où le problème réputé insoluble. Oui. Pourquoi réputé insoluble? Parce que je ne crois pas qu'il le soit. Très simplement, je ne crois pas qu'il le soit. Et la chose dépend d'une distinction. Elle n'est pas simple. La simple affaire, elle est très simple à dire et à concevoir. Ce qui complique l'affaire de Jérusalem, c'est le fait que toute la négociation, tous les discours également, des deux bords, ont mélangé la souveraineté divine avec la souveraineté des hommes, la souveraineté des religions avec la souveraineté politique. Et petit à petit, d'une négociation sur la souveraineté des États, quand on parle de souveraineté à Jérusalem capitale, c'est une question de souveraineté, comme n'importe quel pays qui veut un lieu qui soit un peu le siège de sa souveraineté. Mais très vite, si vous regardez bien et la négociation et les discours sur Jérusalem, la négociation des États s'est mélangée, s'est confondue avec un débat insoluble, à savoir quel est des trois dieux monothéistes le plus souverain des trois. Et celui qui est le plus souverain donnera aux adeptes de sa religion le droit éternel. D'ailleurs, c'est fantastique de parler d'une éternité sur une ville quand on se dit, d'ailleurs, déjà croyant. C'est presque une insulte à Dieu de dire, puisque seul Dieu est éternel, mais bon, de toute façon, on n'est pas à la première contradiction. Donc, toute la négociation aujourd'hui est dans l'impasse, parce que les partis discutent pour savoir quel est le Dieu, pas le pays, qui a le plus de droits sur la ville. Et bien entendu, là, c'est parti pour quelques millénaires de négociations, il n'y en aura pas de solution. Cette bataille entre les trois dieux, pour savoir lequel est plus grand que l'autre, ces trois dieux, il se fait qu'ils sont les mêmes. Imaginez un peu l'exercice mental pour entrer dans ces espèces de conflits. Parce que les trois monothéismes disent qu'ils ont le même Dieu. Pas qu'ils ont chacun un Dieu, mais le même. Et on nous plonge dans une affaire à savoir ton Dieu est-il plus souverain ou moins souverain que le mien. De même, personne ne peut négocier l'attachement. Le sentiment ne se négocie pas. Qu'un Israélien vient me dire, je ne ferme pas les yeux la nuit, tellement je pense à la ville, je dis, bon, je te comprends.
Qu'un Palestinien me dise, oh, elle m'obsède jour et nuit, je dirais, je te comprends. Qu'un chrétien, même, c'est pas moi, en Lituanie, me dise, si tu savais combien ça me pèse, d'accord. Mais au bout du compte, je ne suis pas en train de négocier vos sentiments. Je ne négocie pas. Ayez 1000% d'attachement, ça ne me gêne pas. Demandez toute la liberté de culte que vous voulez, au contraire, ça ne me gêne pas, ça donnera à la ville sa véritable dimension. Mais au bout du compte, la Jérusalem universelle n'est pas liée à un seul pays. Si la religion est dans la perception de l'universalité, pour ceux qui sont croyants, à ce moment, cette Jérusalem-là appartient à l'humanité, elle n'appartient pas à un pays donné. Alors, je dis, c'est pas insoluble. Si l'on pouvait, mais je sais à quel point c'est pratiquement difficile, négocier la souveraineté des hommes, et ça c'est négociable. Le reste devient du domaine du privé, du personnel, de l'intime, appelez ça comme vous voulez. Et une fois qu'on a fait la distinction, il est très facile de gérer la liberté de culte. C'est pas vrai que c'est compliqué. Vous donnez une totale liberté à tout le monde, que tout le monde aille prier là où il veut prier, il n'y a pas de problème. Et à ce moment, Jérusalem-Est devient un territoire occupé comme n'importe quel autre, il n'a plus rien d'exceptionnel. Et l'exceptionnel dans l'autre dimension. Dans sa dimension politique, c'est un territoire palestinien occupé, il faut appliquer le droit international, c'est tout ça. Ou partageons Jérusalem. Là, on est vraiment dans un avenir d'éthique, un avenir d'ouverture. Parce que la ville peut être partagée. Quand elle est divisée, elle donne des morts. Qui a été la proposition faite, commune, par 400 personnalités palestiniennes et israéliennes, en disant pourquoi est-ce que cette ville ne serait pas la capitale de 2 États. Ça semble utopique, hein? Mais ça sera peut-être la seule solution possible. On n'en est pas là. Hein? Pour le moment, les colons ravagent les quartiers palestiniens. Le quartier de Ras Lamoud est littéralement en train d'être vidé de sa population. Le quartier de Sheikh Jarrah va suivre. La porte de Damas, si vous connaissez la ville, cette photo que vous voyez vient d'être fermée pour 2 ans. Et c'est la principale porte d'accès vers les commerces palestiniens et la vie interne de la ville, soi-disant pour des travaux de rénovation. Pour ceux qui connaissent Jérusalem, toute la rangée du commerce palestinien qui fait face à la porte de Damas vient de recevoir une injonction de la municipalité de fermer pour 2 ans les boutiques pour travaux de... il y a un projet qui est pour le moment même pas secret, ça y est, tout le monde le sait, mais dont on ne parle pas assez, projet de grand métro à Jérusalem qui va finir de bousiller après le tramway le paysage urbain, parce que vous savez que la ville est inscrite quand même au patrimoine mondial, et au patrimoine mondial en péril, en principe on ne devrait rien y toucher, mais personne n'en tient compte. Donc la réalité est infiniment plus sombre que ce que je viens de vous dire. La situation aujourd'hui est infiniment plus inquiétante qu'il y a ne serait-ce que quelques mois. Alors la deuxième ville, et celle-là ne figure pas non plus, ça m'a un peu surpris, c'est Gaza. Gaza, il n'y a pas d'entrée à Gaza. Vous avez sans doute noté à quel point je disais que j'étais infiniment plus à l'aise à Gaza qu'en Cisjordanie. Oui. Donc je parle de Gaza, mais pas à travers la présentation, et encore une fois d'un guide. Moi, mon paysage palestinien est le paysage des camps. Moi, la première fois que j'ai vu la Cisjordanie, j'avais quoi, près de 50 ans. Donc c'était comme une visite. Jérusalem, la même chose. Jérusalem, je l'ai vu 3 jours à 20 ans, en 67, c'était pas hasard, juste quelques jours avant la guerre. Et je n'avais pas gardé un souvenir inépuisable. Pour moi, il y avait trop de religieux dans Jérusalem, et ça m'avait un peu étouffé, et j'étais reparti en étant beaucoup plus à l'aise à Jéricho qu'à Jérusalem. Bon, ça peut sembler, c'est même pas une provocation. Bon, quand on compare quand même les deux lieux, Jérusalem est incroyablement plus intime, plus intéressant, plus imposant. Mais voilà comment moi j'avais eu ce contact. Gaza, donc, moi, ma réalité était celle des camps. C'est ça mon paysage humain de la Palestine, le concret, pas celui que je connaissais dans les livres. Et je dis très simplement, ma première visite, où j'ai beaucoup tourné en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza, et également en Israël, je me suis senti spontanément, infiniment plus à l'aise à Gaza. C'est pas du tout par une espèce de goût misérabiliste, hein,
de la misère, des camps et de la difficulté. Mais je sentais une familiarité beaucoup plus forte qu'avec mes visites ou mes contacts en Cisjordanie, que je connaissais, mais je connaissais par les livres, je connaissais par l'étude, je connaissais par la discussion, que je ne connaissais pas finalement. Gaza m'a donné immédiatement le sentiment d'être en territoire de connaissance. Mais la deuxième chose, et là vous savez que je parle de Gaza, je parle du fondamentalisme. Bon.